Si vous êtes déjà venu ce matin, je me suis déjà un petit peu présenté. Pour ceux qui sont nouveaux, effectivement, je travaille donc chez BPI France dans l'équipe développement durable et j'ai piloté le projet CSRD pour la banque. Donc, alors ça ne fait pas de moi un expert, hein, je viens vraiment humblement, mais voilà, ça fait qu'on a quand même travaillé le sujet pendant longtemps. Ça a été assez complexe, on a touché à beaucoup de sujets, donc voilà, c'était l'occasion de partager en fait nous ce qu'on a, comment on a fait les choses. En fait, j'ai carrément, c'est mon plan, donc autant mettre la diapo. En fait, voilà, de revenir un petit peu, nous partager comment on a fait les choses chez nous, le process, une grosse étape de bilan. Et puis, encore une fois, très humblement, de conseils. Voilà, qu'est-ce qu'on en referait si c'était à refaire? Qu'est-ce que je me dirais à moi du futur si je pouvais avoir une machine à voyager dans le temps? Enfin, je jouerais au loto aussi, mais je viendrais aussi me dire quoi faire. Voilà. Et puis comment on se prépare pour la suite. J'ai pensé, enfin on a pensé la présentation sur 35 minutes à peu près, ce qui laisse pas mal de temps parce que l'idée c'est d'un retour d'expérience, mais voilà, s'il y a des questions, il y en a eu ce matin. Voilà, là on serait peut-être un petit peu plus dans le comment, mais voilà, donc c'est un petit peu l'idée de cette masterclass. Voilà. Alors, comment on a pris le sujet chez nous? On l'a pris, alors, a priori, on espère en tout cas, dans le bon sens, hein. C'est un projet qu'on a démarré il y a pratiquement 2 ans maintenant. Ça a commencé à l'été 2023, où on a commencé à structurer les choses. Et comment on a fait? En fait, on a lancé 3 grands chantiers puisqu'on était déjà, nous, soumis à la précédente réglementation, hein, la DPEF, la déclaration de performance extra-financière. Donc, on avait quand même déjà une certaine expérience, mais il faut bien reconnaître que c'était encore pas mal à la mano. La DPEF, on collectait ça par courriel. On avait des Google Docs, enfin des Word partagés, envoyés, on consolidait ça. Les fichiers nous arrivaient, enfin les chiffres nous arrivaient par Excel. Bon, c'était encore artisanal, on va dire. Voilà, avec la CSRD, ça a pris un petit peu plus d'ampleur. Alors, pour la petite histoire, en fait, le sujet, nous, on le voyait venir, hein, mais il a été pas mal accéléré parce que notre responsable informatique on a entendu parler et s'est dit, attendez les gars, si vous avez un gros développement informatique à faire, parce que vous allez avoir plein de données à collecter, moi j'ai besoin de le savoir pratiquement 2 ans en avance, parce que sinon, moi c'est comme ça mon timing. Les projets de l'année prochaine, il faut déjà me l'avoir dit il y a 6 mois. Donc ça a fait un peu le branle-bas de combat et en fait ça nous a finalement beaucoup aidé parce que ça a accéléré le sujet quasiment par la bande. Et on verra après que ça a beaucoup aidé. Donc, projet qu'on a mis en place autour de 3 gros sujets. Alors, et on lui a donné un joli petit nom, projet données ESG. Premier chantier, premier pôle, ça a été de travailler vraiment sur la donnée ESG, sur la gouvernance, pour bien identifier qui, dans la maison, produisait de la donnée ESG. Encore une fois, on avait déjà une petite idée, puisqu'on faisait déjà la DPEF, mais la CSRD étant beaucoup plus large, on avait besoin de vraiment bien identifier ça. Et non seulement d'identifier qui, donc cartographier, mais aussi de mettre en qualité, d'améliorer en fait la robustesse de la donnée. Pourquoi? Parce que, on en parlait un petit peu ce matin, mais la CSRD, on sait qu'elle est auditée par des commissaires aux comptes. Et autant sur la donnée financière, les équipes comptables, financières sont assez aiguisées sur cette notion de traçabilité, d'audit de la donnée ESG, de la donnée financière, autant sur l'extra-financier, on a moins cette culture. Encore une fois, hein, hashtag les fichiers Excel, les courriels qu'on nous envoyait, ça, les auditeurs, on se doutait qu'ils n'allaient pas trop aimer. Donc, premier sujet, vraiment de mettre en qualité cette donnée, cette masse d'informations qu'on allait collecter. En parallèle de ça, on a, et c'est la DSI, c'est là qu'ils arrivent, enfin le système informatique, c'est toute notre architecture informatique, puisque c'est bien joli de produire de la donnée, mais il faut qu'elle se retrouve quelque part. Donc, un gros travail a été de voir comment est-ce qu'on cette donnée qui est produite, comment on la manipule et où est-ce qu'on la stocke. Avec, plutôt que de fichiers Excel, d'avoir des comptoirs de données, des data lakes en bon français.
pour justement collecter données RH, données carbone, données d'énergie, etc. Donc c'est une chose, on n'a pas encore tout finalisé parce qu'on en produit beaucoup dans une banque. BPI-France, on gère 100 milliards d'euros d'actifs. Investissement, prêt, financement, garantie, accompagnement, on gère beaucoup d'argent. Donc c'est quand même assez costaud. Donc il y a pas mal d'endroits où arrive de la donnée. Et puis aussi, assez tôt, on s'est dit, bon, les fichiers Excel et les courriels, ça va, mais il va nous falloir quelque chose d'un peu plus costaud pour avoir cette piste d'audit, collecter l'information pour l'amener dans le futur rapport de CSRD. Donc là aussi, on a commencé à travailler, il y a quasiment 20 mois aussi, sur qui pourrait nous accompagner pour justement identifier ça. Encore une fois, boîte, on est 4000 employés, 4000 salariés, donc on n'est pas dans les 100 000 avec des filiales dans tous les pays, mais rien que ça demandait quand même un petit peu plus de structure en termes de logiciels. Et puis le dernier pied de mon mouton à 3 pattes, là, c'est le quoi. En gros, c'est bien de collecter de la donnée, mais il faut une finalité. On a utilisé la CSRD comme phare, comme objectif. Mais en tant qu'entité financière, alors on a beaucoup d'argent, enfin on gère de l'argent pour d'autres, pour nous aussi, mais on a beaucoup d'exigences réglementaires, même en extra-financier. Il y a la CSRD, mais je peux vous balancer SFDR, taxonomie, article 29, loi énergie-climat. Il y en a beaucoup. On a utilisé CSRD comme un petit peu la mère de tous les reportings pour structurer tout ça. Et c'est là où on arrive sur les termes dont je parlais ce matin, notre gros râteau réglementaire, la double matérialité, la préparation de l'état de durabilité. Ça, c'était un petit peu plus côté développement durable, mais on a piloté tout le sujet pour s'assurer que tout soit progresse adéquatement. Voilà. Donc justement, cette analyse de double matérialité, on a fait aussi un choix assez rapide, qui était de consulter nos parties prenantes. Ce n'est pas toujours le cas, en tout cas on s'en est rendu compte a posteriori au sein de notre secteur bancaire, chose que j'encourage quiconque est soumis à la CSRD, c'est de ne pas hésiter à pas collaborer, mais à partager en fait dans des associations sectorielles. Bien souvent elles ont pris le sujet et elles permettent aussi de décortiquer un petit peu ces textes qui sont parfois un petit peu arides, un petit peu compliqués à interpréter. Et voilà. Et donc on s'est aperçu a posteriori que finalement c'était pas la majeure partie des entreprises qui consultaient largement leurs parties prenantes externes, faisaient plutôt ça en chambre. Mais on a fait ce choix-là assez tôt. Et ce qui s'avère être en bout de course plutôt pas mal, puisque ce qu'on est en train de voir, c'est que en tout cas nos pairs dans le secteur bancaire, qui ne l'ont pas fait, comptent le faire cette année parce qu'ils ont eu des remarques un petit peu de leurs auditeurs là-dessus. Donc, premier conseil, mais je brûle un peu les étapes puisque j'en parlerai après, la consultation de parties prenantes externes, c'est pas mal. C'est pas mal de l'avoir au début parce que, mine de rien, c'est du temps. Si vous faites accompagner par un consultant, c'est aussi de l'argent. Donc l'intégrer dès le départ peut être pertinent. Comment on a fait ? On est parti assez classiquement de ce que la CSRD nous demande. Il y a un certain nombre de thèmes qu'on nous oblige à regarder, forcément. On a regardé aussi ce qui se faisait dans d'autres référentiels pertinents pour le secteur bancaire. Il y a entre autres SASB, je ne sais pas si si vous connaissez le référentiel SASB, donc ça c'est nord-américain. C'est nord-américain, mais ils ont analysé tous les secteurs économiques, redivisé ça en 179 secteurs et sous-secteurs, et ont identifié, plus en matérialité financière, c'est nord-américain, ce qui est pertinent, ce qui est matériel de facto pour un secteur. Donc ça nous a aidé déjà à cocher tout ce qui était matérialité financière. On savait que de toute façon, a priori, on l'aurait.
on l'a quand même soumis à consultation, mais SASB, alors c'est gratuit en plus, vous pouvez le consulter gratuitement, vous tapez SASB. Alors je rappelle que les diapos, vous les aurez, alors peut-être pas ce soir, mais toutes les présentations seront partagées avec les replays, etc., puisqu'il y a les caméras qui nous filment. Donc vous aurez tout ça. Mais SASB peut être un sujet intéressant. On a regardé aussi un petit peu à l'époque les pairs, mais la double matérialité en 2023, je peux garantir qu'il n'y avait pas grand-chose dans le secteur financier. Donc ça a été assez rapide. Et puis les sujets qu'on suivait déjà. Après, quand on consulte des parties prenantes, si on prend tout ça, là, on est rapidement à une 70 sujets de durabilité qu'il faut évaluer donc, en matérialité financière et en matérialité de l'impact. Donc, quand vous consultez des parties prenantes externes, vous ne leur dites pas, voilà 140 sujets que tu vas devoir m'évaluer. 60, 70 fois 2. Donc, on a regroupé les sujets qui nous semblaient faire un peu plus de sens en 21 enjeux. On a évalué ces enjeux avec les parties prenantes et après, on les a redescendus en cotation héros. Je rentre là-dedans parce que en fait, ce choix-là a été, on le verra après, reconnu comme une bonne pratique, mais ça a entraîné quand même pas mal de complexité aussi. Donc c'est important à savoir. Donc voilà nos enjeux tels qu'on les a soumis à analyse. Je ne vais pas rentrer dans les 21 sujets, ce n'est pas le début, mais en gros, pour nous, on avait un peu des gros blocs, avec un bloc qui était en plus sur les missions d'intérêt général. BPI France a une mission d'intérêt général. On est une banque de droit privé, mais avec comme actionnaire l'État et la Caisse des dépôts, et on a une loi de création. Notre directeur général est nommé par le président, donc il y a quand même une notion d'intérêt général qui est quand même assez consubstantielle à BPI France. Donc les sujets ESG, on les a retrouvés, qui relevaient de ça, on les a reformulés là-dedans. Ensuite, on a regardé tout ce qui était la dimension E, et un petit peu sociale, mais surtout E, hors BPI France. L'empreinte environnementale de nos entreprises accompagnées, etc., le climat, etc. Un pilier 3 qui était plus un pilier social, donc plutôt les normes S. Là, on était plutôt sur la gouvernance, l'éthique des affaires, la conduite des affaires, et puis enfin l'empreinte environnementale, mais de BPI France, donc le pendant de ça. Pourquoi on l'a distingué? Parce qu'on s'attendait, et puis c'est ce qui est retrouvé, c'est que pour le secteur financier, le bilan carbone de nos opérations est non matériel par rapport à tout ce qu'on finance ou de ce dans quoi on investit. Donc on voulait l'isoler pour voir s'il ressortait comme matériel. Il n'est pas ressorti matériel, mais en fait les CAC nous ont dit, enfin nos commissaires aux comptes nous ont dit, oui mais en fait on veut quand même le voir. Donc même ce qui est ressorti non matériel, on l'a quand même publié. Donc voilà, donc ce qui est ressorti, c'est que tout était matériel. Donc nous on avait tous les thèmes ESRS, donc ce que je présentais ce matin. Vous voyez de quoi je parle, les 10 normes, les 5 normes environnementales, les 4 normes sociales et tout ça. Tout matériel. On fait un peu partie des ovnis au sein du secteur financier, je ne vous le cache pas, avoir tout de matériel. Nous et la Banque Postale. Tous les autres du secteur financier ont plutôt entre 3 et 4 thèmes matériels. Mais nous, on a considéré que, en fait, en tout cas, c'est ce qui est ressorti des analyses, c'est que BPI France finance, accompagne un peu toutes les entreprises de l'économie. En plus, vous avez vu peut-être, entendu parler en bas, on a beaucoup de diagnostics, d'accompagnement, etc. Donc, on a, je pense, un rôle à jouer dans un petit peu tous les thèmes. Donc même la pollution, nous, en tant que BPI France, en tant que banque, on ne pollue pas directement. Par contre, en permettant à des entreprises de financer des projets de décarbonation ou de dépollution, etc., ou de mieux évaluer leurs impacts, on avait un impact indirect. Voilà. Donc c'est un petit peu comme ça que tout est ressorti. Voilà. Donc l'analyse de matérialité, on l'a faite finalement assez rapidement parce qu'on se doutait que c'est très structurant. L'analyse de double matérialité, c'est ça qui vous dit en gros la longueur de votre rapport. À peu de choses près. Donc on l'a terminé à peu près fin décembre 2023, donc sachant que c'était sur l'exercice 2024 qu'allait porter notre premier rapport. Ensuite, on est rentré janvier, février, mars dans un cycle validation, puisque
Une fois qu'on a fait son analyse, il faut après que, accessoirement, le COMEX puis le conseil d'administration tamponnent, puisque ultimement, c'est eux qui signent, enfin, qui doivent démontrer que le sujet est bien pris. Voilà. En parallèle de ça, on a commencé à identifier, maintenant qu'on savait quelle thématique on allait suivre, quel point de données il allait falloir reporter. Donc déjà, savoir qui était matériel, puisque quand on dit le climat, c'est matériel pour vous, mais le climat, la norme, elle fait, je crois, 70 pages. Il doit y avoir 200 points de données, ou 219 points de données dans la norme climat. Donc on est repassé ensuite au tamis fin pour identifier, ok, ça oui, ça non, ça ne fait pas de sens pour nous, on ne produit pas d'énergie renouvelable, on a effacé plein de choses. On n'a pas de puits de carbone, on ne produit pas de puits de carbone chez Bpifrance. Sachez-le. Donc ça aussi, on pouvait l'enlever. Et ensuite d'identifier, ok, très bien, donc ces points de données-là sont matériels, qui va nous le fournir dans la maison? Est-ce que c'est déjà sur étagère ou est-ce qu'il va falloir que je travaille dessus? Donc tout ce travail-là, on l'a fait. En fait, février, mars, avril, ça a même duré pour certains jusqu'en juin, parce que cette information-là était un intrant pour notre logiciel. Puisqu'on s'est, comme je disais, on s'est outillé d'un outil de collecte, mais pour collecter l'information, ceux qui nous ont déployé le logiciel nous ont dit c'est bien gentil, mais moi, il me faut votre liste de data points, qui va les saisir et où est-ce que ça va se retrouver dans le rapport. Donc très vite, cette phase-là, clairement, on ne l'avait pas forcément anticipée à ce point-là. On a dû travailler vraiment en mode contraint. Donc si c'est des sujets, en tout cas, que vous envisagez potentiellement pour un prochain report, alors modulo omnibus, on est d'accord, mais phase à pas négliger assez rapidement. Puisque cette installation après du logiciel a pris quelques semaines. On s'est pas reposé, c'est au même moment où on a commencé à préparer les infos. Donc c'est pas tout de dire ok, ça on aura besoin de le reporter, c'est machin qui va nous le dire et c'est disponible. C'est de commencer à se dire ok, est-ce que elle est disponible, est-ce que je peux l'avoir, est-ce qu'on l'a, et de préparer surtout nos contributeurs et nos valideurs, de commencer à les nourrir sur les sujets. Ils étaient déjà un peu informés, on a commencé dès le mois de mars, on a commencé à leur dire ça s'en vient, fin d'année, on va avoir besoin de vous, on verra des formations, etc. Mais toute cette partie-là, on a commencé à vraiment répartir et à dire ok, telle équipe, vous êtes direction climat, le bilan carbone, ça va être chez vous, il va falloir que ça et ça soit reporté. Direction des risques, vous aurez ce truc-là. Donc de commencer vraiment à faire tout ce travail de pédagogie pour commencer pour préparer en fait la collecte avec un outil qui arrivait début septembre. On a formé à l'outil et ensuite la collecte. Pourquoi la collecte dès le mois de septembre? C'est parce que CSRD, 70-80%, c'est du narratif. C'est des histoires qu'on raconte, enfin des histoires, des vraies histoires, mais c'est quelque chose, c'est du texte pour expliquer ce qu'on fait, comment on le fait. Or ça, il n'y a pas besoin d'attendre le 31 décembre pour dire qu'on a une politique biodiversité, un plan climat ou une gestion des risques. Donc ça a commencé à peu près dès le mois d'octobre pour le qualitatif. Et puis bien sûr, on a attendu la fin de l'arrêté pour commencer à collecter le quantitatif. Ça, c'est important. Le plus on peut anticiper les choses sur ce genre de collecte, puis c'est valable même si vous êtes sur... oui, alors, désolé si ça fait un peu de bruit. Le plus on peut anticiper, et puis on le verra, c'est pas utile que pour nous, ça peut être utile aussi pour les auditeurs. Parce que les auditeurs, donc nous on avait deux CAC, deux commissaires aux comptes, on avait deux firmes. Eux ils arrivent à peu près dès l'été. Dès l'été, ils commencent à vous regarder l'analyse de double matérialité. C'est tellement structurant qu'ils regardent ça assez tôt, parce qu'ensuite ils font leur plan d'audit sur la base de ce que vous avez déclaré comme matériel. Et puis si ils identifient que dans votre analyse de double matérialité, vous avez fait ça comme un cochon, et très vite, ils peuvent aussi vous revenir en disant, là, si vous nous faites ça comme ça, si vous nous écrivez comme ça dans le rapport, vous aurez une observation, voire une non-conformité.
La non-conformité, c'est la honte. Vous ne voulez pas d'une non-conformité sur votre premier état de stabilité. Donc voilà, donc ça vient très tôt. Et ensuite, dès qu'ils commencent à avoir rentré des données qualitatives, ils les regardent. Alors, bon, malheureusement, là, on avait peu de choses en novembre à leur donner sous la dent. Ça a vraiment été concentré, en tout cas pour cette première année-là, sur 2025, les données. Et parce que nous ne sommes pas auto-portants chez BPI France, enfin si, mais BPI France a 2 actionnaires, 49,13% chacun. Nous avons l'État et nous avons la Caisse des dépôts et consignations, donc, qui elle aussi est soumise à un rapport CSRD et qui donc attend de nous nos données CSRD pour consolider à leur niveau pour faire leur rapport CSRD. CDC, c'est énorme. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu ou vaguement. C'est La Poste, la Banque Postale, Transdev, ICAD, Orpea, anciennement Orpea maintenant. C'est gigantesque, 500 milliards d'euros. Donc voilà, donc eux, je les envie pas parce qu'ils ont un paquet de trucs, ils collectent tout et ils doivent ensuite faire leur rapport, mais eux, ils clôturent au mois de juin, donc ils ont un peu plus de temps. Donc voilà, donc planning assez serré. Et si on le fait en quelques chiffres, voilà, c'est à peu près 80 personnes qui ont contribué concrètement au rapport CSRD sur ces 20 mois. Comme je disais, tout était matériel, ce qui fait que notre état de durabilité, le petit nom du rapport CSRD, fait 12 chapitres. Donc on a la norme transversale, toutes les normes thématiques, plus bien sûr la taxonomie, puisque la taxonomie n'est strictement pas dans la directive CSRD, mais la directive taxonomie vous dit vous reportez dans CSRD. Donc on a pas mal de petits tableaux taxonomie, et ça fait l'objet d'ailleurs de l'audit de vos OTI, au commissaire aux comptes, c'est la taxonomie. On a atterri aux alentours de 660 points de données, donc 660 points de données à collecter, dont à assurer la piste d'audit, relecture et tout ça. 103 pages, sachant que c'est la petite police et c'est sur 2 colonnes, donc c'est dense. Et c'est là où on est quand même content, c'est qu'on n'a pas de non-conformité, on n'a aucune réserve. On a juste 2 petites observations qui sont juste des observations où l'auditeur, et puis c'est ce qu'on commence à voir en fait, c'est pas un gros coup de baguette sur les doigts, c'est ils attirent l'attention sur 2 choix méthodologiques qu'on a fait. Ça ne remet absolument pas en cause ce qui est le sous-jacent de ce qu'on a dit. Donc voilà. Donc ça, j'avoue que c'était plutôt une bonne surprise en tout cas. On espère toujours encore avoir un boulot après la fin du rapport. Si on se prend que des non-conformités, je pense qu'ils seraient moins contents au niveau de la haute direction. Mais c'est ça. Donc voilà à peu près sur le process qu'on a suivi. Je ne sais pas si vous avez des questions à cette étape-ci. Oui. Oui. Je trouve ça très long. Vous avez raison d'insister sur le fait que l'analyse des données, c'est-à-dire une fois qu'on a fait notre analyse de double matérialité qui est très structurante en soi, il reste quand même le travail d'analyse de matérialité, des data points derrière. Et c'est ça qui est compliqué. Parce que qu'est-ce qui est matériel ou pas? Quels critères, par exemple, vous avez pris pour dire qu'un data point est matériel ou pas? Oui, au niveau plus fin, effectivement. Alors, c'est sûr que ça sortait pas de nulle part. Donc ça, on avait ces 21 enjeux et en fait, alors je vais pas trop parler, mais on avait une table de concordance qui nous permet peut-être de faire le lien avec un niveau, pas le niveau le plus fin, parce que je sais pas si vous étiez là ce matin dans l'oignon là, c'est pas au niveau data point, mais au niveau data DR là, data requirement. Donc on avait à peu près jusqu'à ce niveau-là, grosso modo, on avait la checklist. On les a quand même repassés pour revérifier que, effectivement, par exemple, dans la norme climat, tout était matériel. Le niveau faisait que on était un peu trop haut par rapport au DR. Donc on est repassé et clairement, si sur le coup des puits de carbone, qui est le E1.8, je crois,
on n'en a pas. Ou un 7, bref. On n'en a pas. Donc celui-là, on pouvait l'éteindre sans trop de problèmes. Après, quand on était au sein d'un DR, j'espère que je perds personne sur sur les DR. En fait, c'est la manière dont sont structurés chacun des chapitres, des thèmes. Vous avez comme les sous-thèmes, ils peuvent s'appliquer ou pas. Après, quand on redescendait, bon, bilan carbone, ça c'est pour tout le monde. Là, on le faisait ligne à ligne, tout simplement. Donc il y a le fichier de l'EFRAG qui est l'IG3, fichier Excel IG3, vous tapez EFRAG IG3, et vous aurez la liste exhaustive de tous les points de données, mais officiels, en format Excel. Donc là, on était capable de les biffer plus ou moins. Quand on en supprimait un, il fallait s'attendre à pouvoir le défendre auprès du commissaire aux comptes. Donc, d'avoir un petit peu le narratif dans le narratif pour expliquer que... Voilà. Après, là-dessus, les commissaires aux comptes qu'on a eus étaient quand même assez compréhensifs. L'exercice était nouveau pour tout le monde. Ils n'ont pas remis en cause des choix. En tout cas, on n'a jamais eu à revenir sur une décision de supprimer un data point, en tout cas pas à ma connaissance. À la rigueur, ils nous ont reproché parfois d'en avoir trop dit. Et les sections qu'on avait reportées, ils nous ont dit mais ça, vous n'avez pas besoin de le faire. Donc on les a supprimées. Mais on n'a pas eu trop le schéma inverse, j'avoue. Mais c'est un travail assez long quand même. Surtout qu'on avait, encore une fois, tout de matériel. Donc les 300 pages de normes, il a fallu se les palucher. Voilà. Oui. Alors c'est filmé, alors, toujours un peu de scrupule à le dire. Je ne suis aucunement prescripteur d'un logiciel. Il y a une étude du MEDEF qui date d'octobre 2024, si je me souviens bien, qui a fait une analyse assez objective, en tout cas je pense, et à l'époque, parce que ça bouge beaucoup, sur la plupart des logiciels disponibles sur le marché et qu'est-ce qu'ils offrent chacun. Nous, on a fait le choix du logiciel en fin 2023, début 2024. À l'époque, il y avait moins d'offreurs de solutions et nous, on avait des contraintes financières, c'est-à-dire qu'on voulait un outil qui puisse potentiellement se brancher éventuellement, enfin disons que ce n'était pas un point clé, mais c'était un nice to have, si on peut dire, de pouvoir intégrer aussi du financier et la capacité de se brancher en API, donc de se brancher, d'automatiser en fait la collecte. Non pas avoir des gens qui rentrent dans une plateforme et qui saisissent et puis qui valident, mais de se brancher directement sur le comptoir de données RH et aspirer toutes les données RH. Le choix qu'on a fait, c'est Workiva. C'est l'outil, donc c'est un outil alors, nord-américain. Alors en ces temps-ci, c'est pas génial. Bon, on verra les droits de douane. Mais on a fait ce choix-là parce qu'à l'époque, il n'y avait pas vraiment d'autres solutions qui répondaient à ce besoin-là. Si on le faisait aujourd'hui, je ne suis même pas sûr si aujourd'hui on aurait beaucoup d'autres choses. Mais par contre, clairement, ça fait l'objet aussi d'un retour qu'on fera déjà au sein de la CDC, puisque la Banque Postale fait aussi partie du groupe CDC et ils se sont dotés d'un autre logiciel. CNP, qui fait aussi partie du groupe La Poste, en a fait encore un autre. Donc je pense qu'on fera des points, puis même au niveau du secteur, on va regarder un petit peu ça. Mais on a fait aussi en sorte, quand on a structuré nos comptoirs, d'être le moins dépendant possible au logiciel et de faire le maximum de ce qu'on pouvait en termes de calcul en dehors de l'outil. Parce qu'il y a des outils, en fait, vous leur branchez les données, par exemple, d'activité, consommation d'énergie et tout, et ils vous disent ah, je vous fais le bilan carbone, je vous fais ci, je vous fais ça, tout va ressortir nickel. Mais ça devient une boîte noire. Et donc, vous êtes un petit peu pieds et poings liés avec un fournisseur. Parce que le jour où vous devez changer, vous avez des pans entiers de vos process qui sont figés et qui sont à quelqu'un. Donc, on a quand même pensé à la base. Voilà. Pour l'instant, on va rester avec eux. Mais voilà. Mais c'est une bonne question, effectivement. Là aussi, c'est assez structurant. Voilà. L'heure du bilan. Je suis comment sur le temps? Bilan sur le temps, ça va. Alors,
Alors, il y a des lapalissades, hein, il y a des trucs. Si je suis venu pour ça, une demi-heure pour avoir. C'est un nouveau process, ouais, super. Non, mais c'est un nouveau process. Et en fait, même si on avait l'expérience de la DPEF, ça a quand même été vraiment. On remet pas tout à terre, mais ça a été vraiment un nouveau process. Donc, c'est pas parce qu'on avait déjà des choses en place, on a construit dessus. Ça a été extrêmement aidant, mais c'était vraiment toute une autre amplitude, ampleur en termes de process. Donc, faisable, hein, on l'a fait. On était trois ETP à peu près à. Moi, j'étais quasiment à temps plein. Les deux autres étaient peut-être à 50% là-dessus. Donc, ça prend du temps, mais c'est faisable. On entend souvent, ah, c'est une grosse usine à gaz. C'est costaud, mais c'est faisable. Alors, la gouvernance. Le plus haut niveau de soutien vous aurez, le mieux ce sera. Nous, j'en parlais au début, là, c'est arrivé un peu par la bande, on ne l'avait pas vu venir, le responsable informatique qui se met à trembler sur l'ampleur du truc, nous a permis d'avoir un deuxième accès au niveau du COMEX, et une prise de conscience qui a été assez bonne très tôt. Enfin, ils étaient bien sûr conscients du truc, enfin, ça fait longtemps qu'on agit là-dessus, mais ça nous a vraiment permis de débloquer budget, des ressources, l'engagement. Moi, j'avais des points tous les mois avec 5 personnes du COMEX pour suivre le projet. Donc, ça a vraiment permis de débloquer beaucoup de choses. Et ça, c'est une gouvernance qui va rester, en fait. Donc, ça a vraiment propulsé le sujet de l'extra-financier à haut niveau dans l'organisation. La gestion de projet, bon, là aussi, encore une fois, je suis venu pour ça, mais c'est primordial en fait. Et un truc qu'on a choisi de faire assez tôt, et là on est en train de faire un petit sondage, justement, un petit retour d'expérience de tous les contributeurs, et c'est quelque chose qui commence déjà à ressortir, c'est pour ça que je l'ai mis déjà là, mais d'identifier, de sensibiliser et d'accompagner vos contributeurs très tôt. Parce que même s'ils avaient certains l'expérience de la DPEF, les nouvelles définitions, les nouvelles données, les narratifs qu'on leur demandait, ils n'étaient absolument pas préparés à l'écrire comme ça. Donc on a fait beaucoup de pédagogie. On a même, j'en ai pas trop parlé, mais on a même fait le choix aussi de prendre un consultant pour nous aider. Alors c'était aussi un peu pour nous rassurer parfois sur l'interprétation des points de données, mais ça permettait aussi de venir en soutien des contributeurs. Toute la partie, par exemple, risque climat, c'est pas, c'est pas toujours facile à piger, à comprendre. Oui. Effectivement. Alors, pour les points de données quantitatifs, il y a des définitions, et c'est vrai que des fois, c'était pas évident. Là-dessus, on s'est appuyé sur nos auditeurs et sur le consultant. Qui n'était donc pas une des firmes qui nous auditait, bien sûr, mais qui avait dans son... C'était une des firmes, des grosses firmes de conseil, hein, et qui avait dans ses employés aussi des gens qui étaient commissaires aux comptes sur la durabilité. Donc eux, même si y a des frontières étanches, hein, bien sûr, mais comme on n'était pas client côté audit, il n'y avait pas trop d'enjeux, donc on était en mesure d'avoir des retours des auditeurs. Ensuite, on a je ne sais pas comment l'appeler autrement, une espèce de les CSRD anonymes là, au niveau de la Caisse des dépôts. On a des points maintenant même presque toutes les semaines où on partageait. Donc j'étais en mesure de poser des questions aux gens de la Banque Postale, de ICAD, de Transdev, donc d'autres de mes alter ego, d'autres sociétés soumises aussi à ça, et ça a été grandement aidant. On était aussi dans des groupes de travail, en l'occurrence, nous de notre secteur, hein, secteur bancaire, secteur investissement. Là aussi, grande aide. Parce que vous allez avoir des techos à fond sur des points de données, des points spécifiques, et qui finalement décryptent un peu le sujet pour les autres.
Et puis nous, on peut avoir une autre approche, et puis au final, c'est du partage, puisque c'est sûr qu'on est concurrent de... Enfin, concurrent, on n'est pas en frontal, nous, c'est un peu à part, mais même au sein d'une structure comme ça, je pense à la Fédération bancaire française, il y a des BNP, des Crédits Agricoles, la Banque Postale. Ils sont en concurrence, mais au moment du rapport de durabilité, il n'y a pas vraiment de concurrence à avoir sur comment tu calcules ton bilan carbone, quoi. Donc là-dessus, je pense que c'est un bon endroit où justement échanger les associations interprofessionnelles ou des organismes comme l'ORS, je ne sais pas si vous connaissez, le ORSE, qui est l'Observatoire de la RSE, qui fait beaucoup d'études, c'est gratuit je pense d'ailleurs, qui fait beaucoup d'études sur justement comment expliquer la CSRD, etc. On parlait ce matin du portail RSE, mais il y en a d'autres. Et là, on a la possibilité aussi de poser des questions et d'avoir des retours. Donc ça, de ne pas hésiter à aller chercher de l'aide, c'est quelque chose qui est important, surtout d'autant plus qu'on était en première année, encore une fois, hein, donc pas évident. La consultation de parties prenantes externes. Comme je disais, ça nous a complexifié un peu le truc au début parce qu'on a dû consolider les sujets pour ensuite les désagréger. Donc ça nous a obligés à faire des espèces de pirouettes à la fin, parce que les commissaires aux comptes, eux, ils vous évaluent sur une grille secrète. Ils ont une grille, ils ont un fichier Excel qui a été développé au niveau du H2A, et eux, ils veulent remplir le fichier Excel. Je ne sais même pas s'il est public ce truc-là, mais voilà, vous avez tous les zéros, et en face, vous avez matériel financièrement, matériel d'impact, doublement matériel, et puis où est-ce que ça apparaît, si c'est en amont, dans l'entreprise ou en aval. Et donc, ils veulent remplir le fichier. Et on a fait je ne sais pas combien d'allers-retours, puisque nous, on cotait un niveau au-dessus. On avait la matrice de passage, mais pas sur tout. Donc ça nous a un petit peu compliqué l'analyse, mais on a travaillé avec eux. Et au final, c'est clairement une bonne pratique qu'ils ont mis de l'avant. Et comme je disais, là, dans notre focus group là, des banquiers anonymes de la CSRD, on voit que tous les autres, dans leur projet pour le prochain exercice, ça va être d'intégrer plus les parties prenantes externes parce qu'ils ne l'ont pas beaucoup fait en première année. Et là, ils vont devoir, pas ramer, mais ils vont devoir réinjecter dans une matérialité qu'ils ont déjà faite, potentiellement des sujets où leurs parties prenantes externes vont dire mais pollution, vous ne nous avez rien mis, ou biodiversité, qui n'apparaît pas toujours, alors que biodiversité quand même. S'ils doivent le réinjecter, ça va faire un petit peu bizarre d'expliquer l'année dernière on l'avait pas, mais bon en fait c'est matériel, donc désolé. Donc je pense que ça, vraiment un élément à mon avis très important, qui est en plus plébiscité par les FRAC, enfin par la norme. L'outillage logiciel. Alors ça coûte un peu d'argent, on ne le cachera pas. Maintenant il y a des options assez low cost, qui font très bien le boulot, et très utile, très structurant. Donc c'est un investissement en temps principalement au début, mais la piste d'audit, les auditeurs n'ont rien remis en cause. Donc ils ne se posaient pas du tout de questions sur est-ce que la donnée entrée en A se retrouve bien à la fin en A. Donc ça a vraiment facilité. Et comme je disais, tout le travail qu'on a fait au début là, ici, a été très structurant très tôt pour justement l'outil. Donc ça nous a mis très tôt en ordre de bataille adéquate pour le rapport. Donc ça, l'aspect structurant était vraiment plus important que ce à quoi on pouvait s'attendre de prime abord. Et alors ça ne va pas toucher tout le monde, ne pas automatiser en année 1. C'est-à-dire, nous, notre logiciel, je disais, on l'a choisi entre autres parce qu'il pouvait se brancher directement sur nos points de données, nos comptoirs de données. Ils nous ont tous dit, n'automatisez pas en première année. Et effectivement, on est content parce qu'il y aura beaucoup et on va devoir faire des changements cette année suite à ce premier exercice. Autre choix qu'on a fait, j'en ai pas parlé trop, il y a eu 2 approches en fait dans les rapports de durabilité de ce qu'on a pu voir. Soit vous collectez votre information auprès de vos contributeurs, mais vous le connectez par data point. Mais pour raconter une histoire, beaucoup en fait sont remontés d'un niveau et ont communiqué au niveau du DR.
Alors, c'est le niveau du dessus. C'est-à-dire que chaque DR, chaque exigence de reporting va couvrir un sujet. Par exemple, la taxation du carbone, le prix interne du carbone. Est-ce que vous avez un prix interne du carbone? Ça, c'est votre DR. Et à l'intérieur, il va y avoir, je crois qu'il y en a 8 points de données en dessous. Nous, on a collecté au niveau du data point, au niveau du point de données, et on a reporté au niveau du point de données. La plupart des gens qu'on a pu voir ont collecté au data point, mais ont reporté, on fait fi un petit peu du texte, enfin ils n'ont pas fait fi, mais ils l'ont reconsolidé, ils l'ont réécrit à leur sauce, et ils ont mis un texte qui est très lisible, qui s'enchaîne bien, pas de problème, mais par contre où on n'est pas en mesure de dire « Ah, ça c'est le DP E18-72, et celui-là c'est -73, c'est un seul et même ensemble. » Nous, on l'a fait au niveau du data point. Or, on en parlait un tout petit peu ce matin, dans 2 ans, 3 ans, arrive la taxonomie XBRL. C'est-à-dire que tout votre rapport devra être balisé au niveau du point de données et lisible par la machine. C'est-à-dire que le texte, là, il devra dire tiens, cette information-là correspond au E18-72. Mais à partir du moment où vous avez refondu tout ça en un seul corps de texte, vous n'avez plus... parce que sur un chiffre, ça va, le chiffre est facilement taggable. Mais quand c'est un texte et que vous avez tout mélangé, ça devient la galère. Donc nous, on s'est un petit peu fait suer à ce niveau-là. La lisibilité, on a peut-être des sections qui sont un petit peu... Donc ça, c'est ce sur quoi on va travailler l'année prochaine. Mais on est XBRL ready, si je peux dire. Donc ça aussi, c'est un truc qui est important. Et pour terminer, les auditeurs, les CAC, enfin l'OTI, là, ceux qui vont vous auditer, on a vraiment pris dès le départ une approche collaborative. Ça reste des auditeurs, donc ils sont là pour vérifier que vous répondez à la norme, etc. Donc ils restent dans leur rôle d'évaluateur. Mais surtout en année 1, tout le monde apprenait. Donc, on a vraiment été dans cette approche collaborative. Encore une fois, j'ai vu parmi nos pairs des gens qui étaient beaucoup plus dans l'opposition, dans oh, ils nous demandent ça, c'est chiant, on n'a pas envie, c'est confidentiel ou on le fera pas, c'est encore du travail. Et je pense que ça n'aide pas forcément dans la relation et dans à la fin, je pense que ça a été plus payant d'un point de vue amélioration continue du rapport et compréhension du sujet des 2 côtés, je pense. Donc ça, c'était un point intéressant, donc important. Donc globalement, si c'était à refaire, on ferait à peu près la même chose, modulo ces fameuses parties prenantes externes. Faudrait avoir un niveau de granularité plus fin. Donc ça, on n'a pas encore craqué le code. On se donne 2 ans pour le faire. Les échéances. Alors, les échéances, ça a beaucoup traîné, ça a beaucoup bavé. Faut être vraiment... Alors c'est encore une petite lapalissade, mais les contributions, notamment narratives, elles sont arrivées très tard, ce qui nous a un petit peu pénalisé sur les temps de relecture et de mise en lisibilité d'ensemble. Donc ça, même si c'est un premier reporting, il faut être accompagnant, mais il faut vraiment être ferme sur les deadlines. Et alors un autre point, ça c'est assez clé, je pense, chose qu'on ne fait pas. C'est plus facile maintenant qu'on a des premiers rapports, des premiers exemples. Il y en a des centaines maintenant de rapports qui sont sortis. Mais avoir déjà en tête, alors pas ligne à ligne, mais une idée du produit fini, de ce à quoi va ressembler votre rapport. Parce que, ne serait-ce que la structure générale, est-ce que vous allez suivre simplement l'ordre des thèmes ou est-ce que vous allez vous en écarter un petit peu? Il y a un certain nombre de tableaux qui sont obligatoires. Enfin, ils sont tous obligatoires, les points de données, mais il y en a dont le formalisme est imposé par la norme. Ça, on l'avait peut-être moins précisément en tête, sauf qu'à la fin, quand vous organisez votre donnée, si vous ne l'aviez pas prévu, par exemple, nous, il y avait des endroits où on était un petit peu plus granulaire. Les auditeurs nous ont dit non, nous, on veut le tableau qui est dans la norme, on veut voir ça et point barre. Donc ça nous a obligés à refaire des changements. Si vous avez des visuels, faut les penser dès le départ parce que le visuel, un dessin vaut mieux qu'un long discours, en fait, vous permet d'évacuer un certain nombre de textes. Donc ça aussi, on avait encore une fois du mal à se projeter. On était en première année et 300 pages de normes, c'est un peu compliqué à visualiser. Moi, en tout cas, je suis plus visuel.
J'avoue que quand les premiers rapports danois sont sortis fin janvier, on a produit fin mars. Il y a des trucs où vraiment on a compris, ah c'est ça qu'il faut faire. Alors on savait qu'il y avait telle info à sortir, mais c'était la mise en forme, et on voyait que tout le monde avait fait pareil, a été beaucoup plus éclairante. Donc ce sujet-là est vraiment pas à négliger. Et puis si on se projette un petit peu plus, là on a commencé déjà à se préparer. Tout ce qui est stable, tout ce qui ne va pas bouger l'année prochaine, on va le retravailler pour essayer de le rendre plus lisible, de reposer un peu nos choses. Donc ça va commencer dans les prochaines semaines. Comme je disais, il y a un certain nombre de choses où on est allé plus granulaire que nécessaire, ou des fois un petit peu trop agrégé. Il va falloir qu'on les reprenne, et donc ça milite pour le fait qu'il ne fallait pas automatiser trop en année 1. Donc en gros, il faut se garder une souplesse. La première année, on découvre, la deuxième année, on peut stabiliser un petit peu plus. Les narratifs, comme je disais, il y en a beaucoup qui peuvent arriver assez tôt dans le process. Mais vos auditeurs aussi ont besoin d'étaler leur process d'audit. Parce que si tous leurs clients leur sortent tout le rapport d'un coup, 3 semaines avant la clôture de tous leurs exercices comptables, c'est l'enfer. Pour eux, mais aussi pour vous, parce que vous vous retrouvez avec toutes les demandes qui arrivent en même temps. Donc, étaler ces sections narratives dans le temps, dès le mois d'octobre, mois de novembre de l'année en cours, permet d'étaler les périodes d'audit et de la rendre facile beaucoup plus agréable pour tout le monde. Ça encore, c'est peut-être une petite lapalissade, mais c'est pas. Là, on va préparer dans, je pense, 1 mois et demi, premier rendez-vous de la prochaine année avec nos CAC, et ça va faire partie de ça. Quand est-ce que vous pouvez nous envoyer votre section climat narrative pour qu'on puisse l'auditer? Et on va essayer justement d'étaler ça. Alors, c'est plutôt pour ceux qui sont déjà reportés, qui ont déjà reporté cette année, mais il y a un certain nombre je ne sais pas si du concept vous êtes familier avec les phase-in, mais en année 1, il y a un certain nombre de tous les indicateurs obligatoires, vous les devez, mais il y a des indicateurs obligatoires qui ne deviennent obligatoires qu'en année 2, 3 ou 4. Or, nous, on en a quand même pas mal, notamment dans le climat, qui vont arriver en phase-in dès l'année prochaine. Donc ça aussi, va falloir se les préparer. Donc c'est comme un mini nouveau process de préparation pour ça. Et puis, on a commencé à regarder un peu ce qu'ont fait nos copains pour voir si effectivement... Alors on sait qu'on n'est pas beaucoup à avoir tout de matériel, mais même dans ce qui est matériel, on sait que c'est assez différent. Donc de voir un peu ce qu'ont fait les autres, notamment sur les points de données où on n'était pas, nous, au clair sur comment répondre. Malgré tous nos groupes d'échange, nos discussions avec les CAC, c'était pas toujours évident. Donc voilà, en quelques mots, ce qu'on a appris et ce qu'on peut donner, encore une fois, très humblement comme conseil. Si vous avez des questions, je vois qu'il y a déjà une main qui se lève, deux. Alors, j'en ai une là et puis le monsieur derrière après. Oui. Merci beaucoup, c'était hyper intéressant. J'avais une question sur les DP, donc tout était matériel, donc vous avez répondu à tout. Oui. Mais j'imagine que vous n'aviez pas forcément sur tous les data points des choses à dire. Mais peut-être des questions sur que vous étiez transparent, mais transparent sur le fait que on n'a pas ci, on n'a pas ça. Tout à fait. Oui, tout à fait. Alors, tout était matériel au niveau des thèmes, donc les 10 thèmes transversaux, là, climat, pollution, eau, biodiversité, déchets, etc. Après, au niveau des DR, donc des grands sujets, on n'avait pas tout de matériel. Comme je disais, j'illustrais sur le climat, on n'était pas matériel sur les puits de carbone parce qu'on n'a pas de ça. Et donc, au niveau du DP, il y avait plein de DP qu'on a pu enlever. Par contre, effectivement, la CSRD, on l'oublie parfois aussi, c'est un exercice de transparence. C'est-à-dire que même si on ne le fait pas, on dit je ne l'ai pas, ou je choisis de ne pas l'avoir parce que ci et ça. Par exemple, on a un plan climat depuis 2020. On a déjà injecté plus de 20 milliards d'euros pour décarboner l'économie française. On s'est remis dans un plan d'ici à 2028 pour réinjecter, en plus des 20 milliards, 35 milliards supplémentaires d'euros. Donc c'est quand même assez costaud. On fait, je pense, un tiers de l'objectif de toute la Caisse des dépôts sur le climat en termes d'investissement.
Pour autant, au sens de la CSRD, nous n'avons pas de plan de transition parce qu'on n'a pas de cible. On n'a pas dit on veut décarboner de X tonnes nos portefeuilles parce que on veut se permettre la possibilité d'accompagner des boîtes qui sont aujourd'hui pas encore en transition, de pouvoir les accompagner sans pourrir notre empreinte carbone de portefeuille et donc d'aller à l'encontre d'une cible qu'on serait fixée. Donc on ne veut pas refuser du monde pour se permettre de les accompagner. Donc ça, on a dit, au sens de la CSRD, nous n'avons pas de plan de transition. Par contre, nous avons un plan climat. Et on l'a détaillé, on a expliqué que les 35 milliards d'euros, ils étaient bien réels et ils allaient permettre. Donc on a quand même cet exercice de transparence qui est clé. Effectivement. Il y avait le monsieur qui était derrière toi, Amy. Merci beaucoup pour cet exposé. Moi, j'avais une question, c'est plutôt et après. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a un rapport avec des conclusions, c'est comment vous gérez l'itération avec votre BP et votre plan stratégique? Avec mon BP, c'est-à-dire votre business plan et votre plan stratégique, en fait. C'est parce qu'en fait, derrière, on en tire des conclusions et donc un plan d'action. Tout à fait. En fait, c'est la CSRD n'impose rien. Elle impose de dire. Elle impose de dire. Non, mais c'est vrai, c'est ça. Donc concrètement, en fait, il se trouve que quasiment partout, on faisait déjà ce qu'on disait. Il se trouve qu'on a pris les sujets je disais, tout a été matériel. Sur le climat, depuis 2020, on injecte énormément d'argent. Donc, sur le plan climat, aujourd'hui, c'est vrai que ce qui nous manque, c'est la cible. Aujourd'hui, on n'a pas de cible, on n'en aura pas plus demain parce que ça ne correspond pas à la mission d'intérêt général qu'on s'est donnée d'accompagner. Donc, même si la CSRD nous dit « donnez-nous une cible », ou dites-nous pourquoi vous n'en avez pas, on va expliquer qu'on n'en a pas. Donc sur les autres sujets, ça donne, je pense, une orientation, mais pour encore une fois avoir passé au travers de toutes ces contributions, dans notre cas, en tout cas, je ne prétends pas que ce soit le cas partout, je dirais que sur quasiment tout, on fait déjà ce qu'attend la CSRD. Alors est-ce que ça va s'améliorer ? Oui, dans la manière de structurer les choses. Il y a des indicateurs qui sont prescrits par la CSRD et qui vont peut-être être structurants sur, par exemple, comment on suit le paiement des fournisseurs. Mais les actions qu'on avait mises en place, on n'avait pas attendu la CSRD pour les mettre en place. Donc je pense que c'est peut-être un petit peu différent d'entreprises qui identifient un sujet qui est en fait matériel et où elles ne sont pas forcément présentes. D'une entreprise qui est soumise déjà à des PEF et puis qui, de par ses missions, touche déjà à pas mal de choses. Bon, je sais pas si... Tout d'abord, merci pour cette présentation. Moi, j'ai 2 questions. Est-ce qu'on pourrait avoir un peu plus de détails sur la partie taxonomie? J'avoue que c'est encore un peu vague pour moi. Et la deuxième question, c'est quel est le lien que vous pouvez faire avec les ODD? J'avoue que j'ai aussi du mal, des fois, à faire le lien avec les ODD. Alors, la taxonomie, on reportait déjà dans des PEF avant. En fait, c'est la même chose, c'est juste c'est une autre directive taxonomique. Donc, pour les banques, c'est un petit peu différent pour des entreprises normales, on va dire, de l'économie non financière. C'est que nous, on doit reporter les boîtes qui sont soumises elles-mêmes à la taxonomie et en quoi nos comptes sont affectés, en tout cas, par la taxonomie. Donc, c'est un petit peu différent d'une entreprise qui doit déclarer « Ok, mes activités sont à X% alignées, éligibles et ou alignées avec les bases. » Donc c'est très normé. Je ne sais pas trop quoi dire de plus sur taxonomie, parce que faudra une autre présentation pour expliquer ce que c'est la taxonomie. Si on veut rentrer plus dans le détail, et puis le secteur financier, je pense, à moins qu'il y ait d'autres banques dans la table, la manière dont nous on le prend en compte va être assez peu, je pense, pertinente pour vous, je pense. Et on pourra en reparler après si vous voulez. Le lien avec les ODD,
il n'est pas évident en fait. Hein. Il n'est pas évident parce que, enfin pas évident. Je veux dire, les thématiques qui sont les 10 thématiques on peut faire des liens avec les ODD, mais les ODD, on peut leur faire un petit peu tout dire. Hein. On a vu des boîtes qui disent, nous on touche à 15 ODD, ce qui est impossible. En général, on a 2, 3, 4 à la rigueur, mais quoique pour le secteur financier, on finance tellement de choses qu'on peut justifier que. Mais les ODD, je pense que c'est presque quelque chose à part. Enfin, je pense que le mapping est à faire entreprise par entreprise. Il n'est pas forcément évident, je trouve, en tout cas, dans la manière de. Après, c'est vrai que chez nous, on en a quelques-uns, mais on n'a pas, dans le rapport CSRD, on n'en a pas parlé des ODD. Enfin, on n'a pas mis l'accent sur le mapping entre ces thèmes-là. On avait déjà bien assez à faire avec tout ce qui était en contribution obligatoire. Il nous reste 2 minutes. Ouais. Une dernière question. J'avais vu une main. Non okay. La logique de la CSRD, c'est de permettre aux investisseurs comme vous de lire nos rapports et d'avoir la donnée ESG ad hoc que vous nécessitez pour votre reporting SFDR. Apparemment, ça n'est pas le cas, puisque chacun d'entre nous va faire son analyse de double matérialité. Et comme on fait cette analyse de double matérialité, les sujets matériels ne se recouperaient pas, ce qui fait que vous n'auriez pas dans le rapport de durabilité de chaque entreprise la donnée qu'il vous faudrait. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que du coup, dans votre exercice, vous avez, dans votre exercice en tant qu'investisseur qui demande des questionnaires ESG à leurs entreprises, voilà, quel retour d'expérience par rapport à ça et quel impact pour nous, entreprises? C'est une bonne question. L'articulation entre les différentes normes, là on parle CSRD, SFDR, qui est une norme plus investisseur. Alors la matérialité, en fait, permet d'aller à l'essentiel. Donc en ça, si on fait fi de nos obligations de reporting ESG en tant qu'investisseur, le fait d'avoir déjà reporté sur des sujets réellement matériels et non comme au temps de la DPEF sur tout, avec des trucs... si vous êtes une entreprise, je vais prendre un cas extrême, mais si vous êtes une entreprise dans la pétrochimie et que vous parlez des petits, je sais pas, d'un petit carré, d'une petite ruche que vous avez posée sur le toit des bureaux pour parler de biodiversité, ça n'a aucun sens. On s'en contrefiche. Donc on pouvait avoir ça dans la DPEF, mais dans la CSRD, on va enlever ces éléments. Alors je ne dis pas que ce n'est pas bien de mettre des ruches ou des jardins potagers. Enfin, c'est intéressant aussi pour sensibiliser et tout ça, mais en termes de matérialité d'impact au regard des autres que peut avoir, je ne mets pas je ne cherche pas à taper sur la pétrochimie, mais c'est juste pour avoir des ratios. Donc, je pense que la CSRD, avec cette double matérialité, permet d'aller à l'essentiel. Si une donnée est non matérielle, mais demandée chez nous dans la liste des points de données qu'on doit, entre autres pour SFDR, c'est ce que nous dit la réglementation. Vous n'êtes pas tenu de collecter de l'info si elle n'est pas matérielle. Donc, ce que je pense, encore une fois, on est année 0, année 1 sur la CSRD. Donc, c'est sûr que nos équipes investissement sont pas encore forcément saisis de ces rapports CSRD qui sont tout nouveaux. En plus, on en parlait ce matin avec Omnibus, si on nous enlève 80% des boîtes, en fait, on va se retrouver avec le même périmètre qu'avant, donc ça ne va pas changer grand-chose, malheureusement. Mais avec la VSMI, la norme volontaire, elle est calée sur ce qu'on peut nous exiger par ailleurs. Donc au final, je pense que avec cette notion de ce râteau de double matérialité et d'aller vraiment sur ce qui est essentiel, ça va, je pense, permettre d'aller plus vite dans le discours, dans l'engagement avec les entreprises sur les vrais sujets et pas se perdre sur des choses accessoires. Un grand merci Christophe. Merci à toutes et à tous. Sur le sujet, d'ailleurs, on a un podcast qui est dans Parlons
impact. Parlons RSE, pardon, un podcast de BPI France. Il y a une mini-série sur la CSRD. Le troisième, c'est justement une firme de conseil pour les investisseurs et sur en quoi la CSRD va impacter la CSRD. Donc c'est une boîte qui s'appelle Un Défi, qu'on connaît bien nous chez BPI France, et c'est très intéressant et ça traite exactement de ça, en quoi la CSRD va impacter les investisseurs vis-à-vis des boîtes dans lesquelles ils investissent. Donc voilà. C'est Parlons RSE, BPI France, sur toutes les bonnes plateformes de podcast. À la diffusion.